Alors bonjour à toutes et à tous. Jean-Baptiste Thomas. Je suis enseignant-chercheur à l'École polytechnique. Je suis maître de conférence détaché de l'Université de Poitiers et actuellement donc en poste professeur assistant à l'IX, Institut Polytechnique de Paris, et je travaille en études hispano-américaines au département de langues et cultures. Et mes recherches portent sur l'histoire du temps présent en Amérique latine et notamment dans le cône sud, mouvements ouvriers, mouvements sociaux, voilà, des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Alors, insubordination ouvrière en Argentine, entre parenthèses, 1973-1976, très précis. Contribution à l'élaboration d'un cinquième récit, entre guillemets, des années 70. Et donc, c'était sous la direction de Bernard Lavallée à l'Université de Paris 3 en 2014. Dis donc, c'est un titre à rallonge, on aura l'occasion d'en parler, mais Ah bah c'est une thèse sérieuse, hein. J'ai mis 10 ans à la faire. alors là aussi, on en parlera. Comment on fait une thèse en 10 ans et pourquoi on fait une thèse en 10 ans. Alors, avant d'aller en parler un peu de ton parcours de la thèse, j'aimerais bien que, ça fait partie de mes dadas ces derniers temps, que tu m'expliques pourquoi l'espagnol et pourquoi prof. C'est des vocations, c'est le hasard. Alors pourquoi l'espagnol et pourquoi prof? Parce que j'avais pas d'autre choix en fait, hein. Une sorte de, là pour le coup, de fatalité, si ce n'est grecque, sociale. Non, je crois que enfin je crois, j'en suis sûr, mes parents sont enseignants, enseignantes, ma sœur également, mon oncle, ma tante, mes cousins, mes cousines, les grands-parents, enfin, d'un côté simplement. Donc voilà, donc il y avait point de salut hors l'éducation nationale. Donc du coup, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre. Et l'espagnol, parce que quand j'étais gamin, j'ai vécu notamment en Amérique latine, au Paraguay. Donc voilà, pendant de nombreuses années. Et donc, voilà, il y avait une sorte d'inscription comme ça dans dans un cadre linguistique, culturel, historique, socio-historique qui était particulier, avec lequel j'avais une certaine dette, dans un sens, qui avait été pour moi formateur, et donc voilà, que je devais remplir ou auquel je devais répondre. Alors, cette fatalité-là, prof, de père en fils, etc., tu as des regrets ou finalement c'était fait pour toi? Euh, non, absolument aucune, puisque enfin, c'était prof primaire ou secondaire. Non, aucun regret, parce que pour moi, la première pré-rentrée, ça n'a jamais été qu'une des pré-rentrées de ma vie, où qui n'avait jamais été rythmée que par des pré-rentrées. Donc, par conséquent, pareil, enfin, de ce point de vue-là, effectivement, j'ai pas à me plaindre. Et puis, non, je pense que c'est un métier qui est passionnant, qui est fait enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, je pense à la fois de transmission et de formation permanente, en fait. Donc, voilà, on apprend et on essaye de transmettre deux, trois trucs. Donc, voilà, je pense que c'est quand même un très, très beau métier. Donc, j'en suis assez content. Alors, allez, venons-en à ton parcours. Donc, est-ce que je vais formuler ça de la même manière que d'habitude? Est-ce que tu as le parcours banal de l'hispaniste banal, avec une licence, une maîtrise, un DEA ou un M1, un M2, puis après la thèse? Ou est-ce que tu as fait des choses un peu plus originales en chemin? Donc, je crois que je suis d'une grande banalité, euh, même si c'est toujours compliqué, effectivement, de définir ce qui est classique ou pas classique ou normal ou pas normal. Non, j'ai fait une prépa après le bac, hein. Et de ce point de vue-là aussi, j'ai une certaine dette par rapport à une enseignante qui m'a encadré pendant 3 ans, Jacqueline Serror, qui a été formatrice d'un certain nombre si ce n'est de génération, en tout cas d'hispanistes de mon âge, un peu plus âgés et un peu plus jeunes, voire plus jeunes, qui est parti à la retraite il y a quelques temps simplement, au lycée Chaptal à Paris, et qui a joué un rôle essentiel de guidage et de formation, enfin, côté, voilà, euh, aucunement un carcan, mais en tout cas un cornac, hein, qui a été très, 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 très important. Et puis après, j'ai dû avoir une équivalence de Doug. J'ai passé la licence à Nanterre, d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai passé les rattrapages au mois de septembre, je crois. À l'époque, c'était ce qui fallait que je rattrape. Bref, voilà. Euh, et puis, j'ai fait une maîtrise. J'ai passé la grecque en 2002, dans la foulée. Et puis après, j'ai fait un DEA à l'EHESS en sociologie,
mais ça portait sur l'Argentine, en fait. C'était l'Argentine post-crise 2001. Je voulais travailler sur les usines occupées, sur l'autogestion. Et donc, c'était une sorte d'histoire du temps immédiat. Donc, voilà, et avec beaucoup de terrain. Donc, j'avais fait le HESS sur Bernard Lavallée, qui avait déjà encadré ma maîtrise, avait trouvé ça un peu bizarre, mais il m'avait rien dit. Il m'a toujours fait, enfin, de ce point de vue-là aussi, il m'a toujours fait beaucoup confiance. Et donc, je l'en suis voilà, redevable et j'en suis gré. Et après, du coup, j'ai fait un autre DEA à Paris 3, pour le coup plus classique, là, en études hispano-américaines, qui reprenait un peu l'histoire de l'Argentine sur la longue durée par rapport à 2001. Donc, c'était les années 80-90 surtout. Donc, la transition de la transition démocratique au ménémisme et donc au néolibéralisme. Euh, et puis voilà. Et à ce moment-là, donc après ça, j'ai commencé la thèse. Donc je me suis inscrit en thèse. Mais auparavant, je n'avais pas été appelé sous le drapeau, mais pour faire mon stage, parce qu'il fallait quand même à un moment donné que je fasse mon stage après la Greg, donc en collège, dans le 92, à Clichy, extrêmement formateur. Et puis j'ai eu un poste d'ATER à Paris 12, à l'UPEC. Et donc c'est là que j'ai commencé effectivement à la thèse, donc je m'étais inscrit. Et puis, comme la thèse, effectivement, était un certain point d'avancement, mais qui n'était pas suffisant pour aboutir, donc j'ai été reversé dans l'éducation nationale et j'ai fait 6 ans dans 93. Donc là aussi, extrêmement, très instructif, justement une grande. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses d'un point de vue pédagogique, du point de vue de l'enseignement, avec auprès de collègues de différentes disciplines, justement, qui ont permis de me former en tant qu'enseignant, je crois. Et ce qui m'a permis, dans un sens, de finir, donc 6 ans après, avec la thèse dont j'ai donné le nom tout à l'heure. Et alors pourquoi, Donc c'est assez, voilà. et pourquoi Je ne sais ce pas si c'est sujet? banal, mais un peu classique en tout cas. Oh bah, non, oui, c'est banal, mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, le système à la française étant ce qu'il est, on fait à peu près tous les mêmes choses, avec le passage par le secondaire ou pas, mais bon, enfin, bon, les étapes sont à peu près les mêmes. Alors pourquoi ce sujet-là, tu vois? Pourquoi tu es revenue en arrière? Et puis pourquoi cette obsession, dans le sens positif du terme, hein, ne le prends pas en mauvaise part, pour le mouvement ouvrier, les révoltes, et cetera? Euh, je crois que d'abord que j'avais une dette à régler vis-à-vis de la dernière génération qui, à la fois, a pensé, a rêvé et a agi en conséquence pour changer la vie et changer le monde, et le faire de concert. Euh, dans la thèse, je commençais en citant un entretien que j'avais eu avec un militant vietnamien, grand intellectuel, Ngo Van, qui toute sa vie a travaillé comme électricien, et qui disait en substance qu'il nous faut monter, il nous faut nous hisser sur les épaules des révolutionnaires du passé pour regarder au loin et penser par soi-même, et penser par nous-mêmes. Et je crois que c'était un peu ce à quoi si ce n'est voulais arriver ou aspirer, en tout cas, c'est ce que j'avais en tête, hein. C'est-à-dire de réfléchir effectivement à faire ce pas de côté, ce pas en arrière pour penser le présent, et en l'occurrence à partir d'une réalité, d'un terrain qui m'était cher, donc le cône sud, hein, pour les raisons que j'évoquais juste avant. Euh, et donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai travaillé sur les années 60 et 70, en évitant les postes-coup d'État. À l'origine, je voulais travailler sur le cône sud en général, donc à partir donc, des années 67, 68, 69, jusqu'au coup d'État. Et en m'arrêtant au coup d'État, parce que c'est des moments d'abord qui ont été très travaillés, mais surtout qui, moi, que je trouve profondément, enfin, je crois que c'était l'objectif, très angoissant et Mmh. absolument terrible. Et donc, me concentrer davantage sur ces années plus d'espoir, un peu plus rock'n'roll, justement, où un certain nombre de possibles étaient encore ouverts, en tout cas, et certaines ont essayé de les explorer. Donc, c'était Alors ça. qu'est-ce qu'il en reste de cette pensée des années 60-70 dans le cône sud? Alors, je pense qu'il en reste, non pas pour prêcher pour ma chapelle ou ma discipline ou mes collègues qui s'intéressent à ces questions-là, mais je crois qu'il y a en tout cas une continuité entêtée
une sorte voilà, un côté très têtu de l'histoire, ou si ce n'est de l'histoire, parce que l'histoire, c'est une suite de succession de faits tragiques et abominables, mais en tout cas, une politique, justement, têtue, qui a perduré par-delà les à-coups de l'histoire, les brutalités de l'histoire, en l'occurrence les coups d'État, les dictatures, puis la façon dont les modèles économiques et sociaux et politiques ont perduré par-delà la restauration démocratique. Et cet esprit, cet Entichte, 68 arts, from the 60s, peu importe le terme qu'on lui donne, euh, réaffleure, réémerge, refait surface, peut être resignifié. Et je crois que de ce point de vue-là, en tout cas, c'est une leçon précieuse pour le présent ou pour penser le futur, en tout cas, euh, qui est très certainement pas l'unique piste, en tout cas, pour se faire, mais qui est un, un champ à redécouvrir ou à resignifier voilà, pour penser l'actualité, pour penser le présent et puis l'avenir. Et alors, ça se cristallise sur quoi? Des images, des textes, des emblèmes, des symboles? Alors, il y a toujours enfin, il y a toujours, en tout cas, il y a un côté roman policier. Enfin, je ne sais pas si je suis un littéraire, si ce n'est raté, en tout cas, où j'aurais pu ou voulu faire autre chose. Euh, mais il y a un côté polar, hein, dans les années 70, hein, puisqu'en fait, il y a voilà, on connaît le crime, on connaît les auteurs, ou en tout cas les agents directs, mais il faut découvrir les complices, les instigateurs, euh, et surtout les ressorts. Et c'est un peu ça qui m'a, les mobiles, en fait, qui m'a poussé à travailler et qui fait effectivement que c'est un champ de recherche qui est toujours à explorer, dans la mesure où les preuves ont disparu au sens propre comme au sens figuré, qu'il s'agisse d'un discours mémoriel ou des discours mémoriels, ou y compris évidemment des témoins, des archives. Et donc, il y a vraiment une sorte voilà, de travail qui relève de la reconstruction. Alors, c'est le travail d'historien, effectivement, mais qui, là, avec une spécificité, je crois, voilà, qui est un des éléments supplémentaires, justement, qui font à la fois la complexité, la richesse et l'intérêt de ce travail. Et alors, enfin, j'allais dire quelle place, plus exactement, est-ce que la littérature, elle avait une place dans le matériau que tu as pu chercher, trouver, explorer, ou est-ce que tu voulais pas aller vers les récits? Alors, la littérature avait une place, enfin, je sais plus comment ce que c'est organisé. J'ai un peu relu la thèse, mais pas tout. Enfin, j'ai survolé. Mais je crois que chaque partie s'ouvre par une citation de Bolaño. Justement, chaque partie, je crois que chaque partie est sous-partie. Euh, euh, Parce que, tout simplement, je crois qu'il y a une dimension récit, storytelling, narratif de l'histoire. La question, effectivement, c'est comment est-ce qu'on la met en récit, à partir de quels éléments. Et après, l'histoire en tant que telle est un champ de bataille qui donne lieu à différents récits, de toute façon, qui s'inscrivent dans des champs particuliers, à partir de positions, à partir de points de vue. Enfin, il y a un côté, effectivement, narratif ou littéraire dans cette chose-là, à la seule différence qu'il n'y a pas de fiction, ou en tout cas, il me semble que ne devrait pas y en avoir, même si d'autres, et certaines, en l'occurrence, on n'a pas parlé de la thèse des années 70 à quelques jours avant le premier tour des élections en Argentine, où l'un des candidats les mieux placés, Javier Milei, essaye de réinventer pour le coup une histoire des années 70, ou d'en introduire une nouvelle, ou de restaurer un récit qui a été issu des militaires, est quand même assez saisissant, effectivement. Donc, rien n'est jamais gagné. En fait, tout est toujours à écrire ou à réécrire. Et donc, par conséquent, la littérature, si ce n'est dans le matériau de la thèse, mais il y a ces citations, en l'occurrence chileno-mexicaine sur une thèse en Argentine, mais je crois que Bolaño est un écrivain qui va au-delà d'un simple carcan, enfin de simple localisation sur une carte entre la Catalogne, le Mexique et le Chili. Euh, mais le texte, je crois,
et si ce n'est vertébré, en tout cas, a infusé dans une certaine littérature de l'époque et postérieure, en partie parce qu'elle subsiste. C'est-à-dire que les textes de Urondo, voilà, Urondo a été tué au combat, mais ces textes existent, hein. Et donc, par conséquent, on peut s'en inspirer. En tout cas, c'est une source voilà, et à la fois épique et historique pour écrire, en l'occurrence, moi, ce que j'ai pu faire. Et ça vaut pour Urondo ou pour des écrivains, des écrivaines plus contemporains qui écrivent a posteriori sur la période. Alors, tu as parlé à 2 reprises là, de travail de terrain. Donc, parle-nous un peu de ça. Concrètement, qu'est-ce que ça représentait dans l'élaboration de ton projet, après dans peut-être la place que tu y as fait à l'intérieur de ton plan, et est-ce que c'est une petite partie ou est-ce que c'est vraiment le cœur de ton travail? Alors, non, alors, je pense que c'est peut-être enfin, le terrain d'un littéraire, c'est son œuvre, c'est son corpus, fondamentalement. Pour un historien, pour une historienne, c'est à la fois la bibliographie et puis son terrain archivistique, les sources, justement, les sources premières. Euh, et dans mon cas, il y avait cette combinaison à la fois d'archives qui étaient d'archives militantes, qui sont d'un registre particulier, qui souvent sont fragmentaires, sont des sources d'une grande partialité, mais comme toute source, de toute façon, est un point de vue, mais avec effectivement des séries de périodicité, de périodiques, de revues qui parfois étaient incomplètes, qu'il fallait compléter, tout simplement parce que sont disparus. Et ces vides-là étaient à combler, à remplir, et puis également certains discours qui parfois pouvaient être très codifiés ou qui pouvaient sembler très codifiés a posteriori. Il fallait leur donner un peu de chair, justement, et de vie à travers des histoires de vie précisément, des témoignages, des entretiens, des interviews de militantes, de militants, d'activistes, de témoins, d'acteurs, d'actrices. Et donc ça m'a occupé effectivement un certain temps et ça continue aujourd'hui à m'occuper, c'est-à-dire le fait d'être toujours à la recherche justement de traces du passé qui permettent de conforter, d'infirmer ou de confirmer certaines choses qui ont pu être écrites ou qui ont pu se dire, effectivement, mais dont il manque la preuve, hein, le plus souvent. Voilà, il y a encore des moments qui sont, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, qui sont absolument secondaires, mais à l'échelle justement d'un mouvement d'espérance et d'espoir sont essentiels, qui manquent. On ne sait pas, par exemple, si telle ou telle réunion s'est bien tenue, ce qui a bien pu se discuter, quel était l'enjeu des débats, quel était le degré de préparation des acteurs et des actrices de cette réunion, etc. Et qui, effectivement, c'est une sorte en tout cas par rapport à ce qui est censé être l'histoire, ou en tout cas l'histoire de ces personnes-là, je crois que c'est quelque chose que les historiens et les historiennes doivent essayer de remplir. Tu les as trouvés où, ces documents? Alors, alors, sur place, des amis qui ont pu me les transférer progressivement, un travail qui à l'époque devait être relativement pionnier d'archivistes non professionnels, mais effectivement qui devaient scanner un certain nombre de choses et qui les mettaient sur des sites plus ou moins brinque-ballants, qui pour certains ont disparu, hélas, par manque de fonds, voilà, mais qui étaient un relais extrêmement précieux. D'autres ont pris le relais. Donc voilà, mais je pense à Ruinas Digitales, El Topo Blindado, qui ont réalisé un travail absolument phénoménal pour, en tout cas, le travail sur les années 60 et 70 en Amérique latine notamment, enfin en Argentine en l'occurrence. Et puis, ça a été un travail d'archives dans les bibliothèques voilà, hexagonales les plus connues, et notamment à l'Institut ibéro-américain de la Stabi de Berlin,
qui pour moi a été et qui continue à être aujourd'hui, j'y retourne là bientôt, un lieu incontournable, où à défaut d'aller à Washington, c'est effectivement pour les spécialistes, ou en tout cas celles et ceux qui s'intéressent aux sciences sociales, à l'histoire, y compris à la littérature, et aux sources littéraires en Amérique latine, hispanophone et lusophone, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Donc voilà, c'est un fonds énorme qui est organisé de façon absolument prussienne et formidable. Et donc, c'est vraiment, voilà. Et puis après, il y a eu tout le travail de, de récolte, de collecte, d'entretien, qui est plus compliqué qui est plus passionnant que l'archive, et qui est l'archive matérielle, mais qui est beaucoup plus compliqué aussi, puisque effectivement, avant de parler à quelqu'un et que cette personne accepte de livrer un certain nombre de choses, notamment qui font partie de son histoire personnelle et d'un moment parfois traumatique, d'espoir, mais qui a été marqué par un certain nombre de traumas, effectivement, c'est parfois très complexe et on n'y arrive pas toujours. Et puis, c'est quelque chose qui, évidemment, qui fait partie d'un rapport de confiance. Donc, ça, c'est voilà, à la fois de. Donc, ça, c'était le terrain, justement. Tu as travaillé. Et qui s'est fait pour des questions juste pour finir, qui s'est fait pour des questions de vivencias, de biographie, de trajectoire, effectivement, à la fois en Amérique latine et en Europe, puisqu'un certain nombre de ces personnes, pour celles et ceux qui ont pu survivre, qui ont réchappé aux dictatures et à la répression, se sont installés et parfois continuent à vivre entre les deux rives de l'Atlantique, mais parfois surtout en Europe. Alors, ma question complémentaire, c'était, est-ce que tu as travaillé sur des correspondances? Non, non, j'ai pas travaillé sur des correspondances et je suis tombé dessus là tout dernièrement, des correspondances de certaines figures dirigeantes d'organisations d'extrême gauche européennes, qui correspondent justement avec l'Amérique latine. Euh, En l'occurrence, je m'intéressais, enfin, j'essaie de chercher des choses sur le Chili et la Bolivie, voilà, entre les années 70, enfin entre voilà, 69 et 73. Mais c'est pas quelque chose auquel j'ai travaillé, en partie parce que enfin, je pense que si j'étais tombé sur une liasse de correspondance, je m'y serais plongé avec passion, mais en partie parce qu'elle n'existe plus. Et ce que j'ai trouvé là dernièrement, effectivement, c'est une correspondance non pas à sens unique, mais parce qu'il existe des copies. Et donc, effectivement, j'ai l'original dactylo du courrier et la réponse. Donc voilà. En revanche, en termes de ce qui ressemble davantage aux correspondances euh, sur lesquelles j'ai pu me pencher, c'est ce qu'on appelle les bulletins internes des organisations Oui. diverses et variées. Là aussi, celles qui ont pu subsister, qui parfois existent voilà, dans des conditions extrêmement précaires, qui pour des questions de sécurité, de clandestinité politique, étaient voilà, typeados, qui étaient plus ou moins renéotés sur du papier de plus ou moins de bonne qualité. Voilà. Donc, là, pour le coup, il y a un côté correspondance, effectivement, avec des débats qui sont parfois à reconstruire, qu'on ne comprend pas à première vue, parfois qu'on ne comprend toujours pas, enfin, que je continue à ne pas comprendre d'ailleurs en termes d'enjeux et de débats. Mais voilà, c'est ce qui. Mais en revanche, correspondance en tant que telle, non, pas pour la thèse en tout cas. Et alors, pour des jeunes gens là, qui connaîtraient mal cette période dans cette zone, comment est-ce que, tu vois, en quelques phrases, qu'est-ce qu'ils avaient en tête, ces jeunes gens, enfin ces gauchistes, c'était quoi leur projet, leur monde idéal? Je crois qu'ils étaient justement légitimement profondément insatisfaits de la façon dont les choses existaient, euh, qu'on leur avait dit que c'était sans doute le meilleur des mondes possibles et qu'il n'y en avait pas d'autre, euh, que les autres mondes tels qu'ils pouvaient exister, notamment de l'autre côté du rideau de fer, ils devaient le trouver assez insatisfaisant aussi, puisqu'effectivement, jeunesse ne veut pas dire ne pas avoir d'esprit critique. Et pour un certain nombre d'entre eux et d'entre elles, euh,
un peu comme la chinoise de Godard qui dit effectivement, il faut qu'on aille chercher du côté de Pékin ce que Moscou nous offre pas, mais tout simplement, voilà, El mundo es ancho y ajeno, et en tout cas, les vérités toutes faites ne devaient pas les satisfaire. Et en revanche, d'autres expériences, d'autres moments, d'autres événements de rupture qui montraient qu'une autre Amérique latine, en l'occurrence, ou un autre monde pouvait être possible, a pu les inspirer. Voilà, évidemment, Cuba est toujours l'expérience qui est donnée, mais il y a également l'Algérie, il y a les États-Unis, il y a une très grande richesse de circulation des imaginaires qui est effectivement extrêmement, euh, qui est ravissant, dans un sens qui est très poétique, une sorte de ramification du, du corpus référentiel euh, en nos temps actuels qui sont très corsetés, justement. On a l'impression qu'il faut travailler ou en tout cas s'intéresser à ce que l'on est et là d'où on vient et non pas au reste des choses, ou tout simplement on veut nous imposer une identité X ou Y. Bref. Donc ça, c'est sans doute le projet, et un projet qui était pas simplement voilà, argentin ou cono-sureño ou latino-américain, mais qui était global, Mm. qu'on a pu appeler 68 arts sous certaines latitudes, liées aux langues 60s dans d'autres pays, setentistas. Et, et l'idée de la thèse était de montrer effectivement qu'il n'y avait il y avait pas de côté inéluctable, hein. Il n'y avait aucune fatalité à la défaite. Il y avait eu des fêtes effectivement entre deux projets qui étaient absolument contraires, entre un projet de rénovation, de révolution, de transformation, et un projet qui défendait le statu quo, ou tout simplement la contre-révolution, qui triomphe, ou plutôt il y a des fêtes en Amérique latine, en Argentine en l'occurrence, parce que le projet contre-révolutionnaire qui adopte des formes d'une brutalité extrême, là où dans d'autres pays, il adoptera des formes démocratiques consensuelles, parfois y compris social-démocrates, hein, mais pour imposer en dernière instance le même type de logique, hein, de rétablissement, d'un taux de profit, d'exploitation, de marché. Euh, il y a cette défaite, effectivement, et le résultat non d'une fatalité, mais d'un rapport de force défavorable, hein, ou qui évolue de façon défavorable, et de choix politiques, hein, voilà, auxquels je voulais réfléchir. Donc, voilà, mais pas voilà, pour en montrer voilà, les ouvertures, les possibilités, et également ce dont on pouvait s'inspirer, ou en tout cas ce qu'on pouvait apprendre de tout ça. Et alors toi, en tant que citoyen du monde de maintenant, c'est dans cette période et dans ces groupes que tu as ton panthéon des idoles, ou c'est juste un objet de travail? Euh, Non, je crois c'était une collègue justement qui me demandait bref, qui me posait une question assez similaire justement sur la question de citoyen du monde, quel est voilà, d'où viens-tu? Et donc je disais enfin, je disais, il me semblait effectivement on est du pays des causes que l'on défend et des livres que l'on lit. Et donc du coup, par conséquent, oui, oui, comme j'imagine que tes propres idoles doivent avoir partie liée à quelques livres que tu as lus, on se met à littéralement tomber amoureux des, des protagonistes, des acteurs, des actrices que l'on suit. De qui, par Par- exemple? De qui, par exemple? Oh, là, dernièrement, je m'intéresse j'en citerai pas le nom parce que c'est un personnage extrêmement controversé, polémique, et qui a une sorte de légende noire qui lui colle à la peau, mais plus je travaille sur lui, et plus je trouve que c'est un personnage voilà, fascinant. Et il meurt à 30 ans dans un accident d'avion le 21 juin 73. Non, pas le 21 juin 73, justement, un tout petit peu après, sur un vol Varig, Rio-Paris, voilà, avec lui une valise de 40 000 dollars qui était destinée notamment à la Ligue communiste qui venait d'être dissoute par le gouvernement après l'assaut du meeting d'Occident de la Mutualité. Et il venait mettre en tout cas contribuer, ou voilà, mettre ses connaissances au service des camarades français, comme les camarades français l'avaient épaulé à un moment donné. Et donc, voilà, une sorte de météorite comme ça, absolument fantastique. Celles et ceux qui ont accepté de témoigner par rapport à sa propre histoire me disaient notamment, hein, j'ai toujours pensé que c'était un personnage de roman plus qu'un un personnage d'histoire pour des gens qui l'avaient fréquenté. Mais voilà, donc oui, ils font partie de voilà,
de ces gens vis-à-vis de qui on est redevable. Et je pense que c'est nécessaire toujours d'avoir des éléments de comparaison, justement pour un peu comprendre ce qu'on est, dans quel monde on vit. Et alors, à part le rôle de ton directeur de thèse, bon, Bernard Valavallée, c'est pas n'importe qui, donc je vois comment est-ce qu'il peut être un très très bon directeur de thèse, mais à part lui, est-ce qu'il y a des gens qui ont été importants, qui t'ont aidé dans ce processus de conception et d'écriture d'une thèse? Alors, pour ce qui est de Bernard, effectivement, important dans la mesure où, par-delà nos divergences euh, de, de, de- de- en termes de champ d'études, puisqu'effectivement, par-delà les liens et les éléments historiques, l'histoire coloniale et l'histoire contemporaine ou l'histoire du temps présent sont des choses qui ont partie liées, mais qui sont effectivement distantes en tout cas. Et puis les désaccords qu'on pouvait avoir ou les divergences sur certains des résultats que je pouvais formuler ou certaines des hypothèses à partir desquelles je travaillais. Il y a toujours eu de sa part, en tout cas entre nous, un accord sur la démarche qui devait être mise en œuvre. Et de sa part, pour le coup, une énorme confiance voilà, dans le travail que je menais, qui parfois n'était pas toujours sans doute très visible ou très lisible. Mais voilà, en tout cas, je crois que c'est loin d'être le seul, mais en tout cas, il fait partie de celles et ceux qui, par-delà, comme tu disais, c'est pas n'importe qui, voilà, font confiance. Et je crois que tout le monde, parfois, enfin, tout le monde n'est pas capable de faire confiance de cette façon-là. Et je crois que c'est à saluer. En tout cas, c'est voilà, quelque chose que euh, et sinon, c'est l'objet, le fruit d'une multitude de discussions, d'échanges avec des militants, des amis, parfois des collègues euh, qui avaient les mêmes passions ou les mêmes tropismes ou les mêmes centres d'intérêt. Donc, tout simplement, ont accepté d'échanger avec moi à partir de ce qui relevait de mes propres obsessions personnelles, justement, par moment. Et je crois que cette dimension est essentielle, puisque il y a à la fois enfin, c'est quelque chose qu'on apprend à dépasser, euh, parfois qui est lourde quand on continue parce que c'est quelque chose qui est propre au sciences sociales, je crois, par rapport à d'autres domaines de la recherche, où il y a une dimension beaucoup plus collective de ce que l'on fait. Il y a une grande solitude parfois de la recherche, et lorsqu'elle n'est pas encadrée, épaulée, appuyée, soutenue par des discussions, par des moments d'échange, c'est compliqué effectivement à porter. Donc cette thèse, effectivement, c'est le fruit donc voilà, d'abord de tout ce qui a été fait avant moi, de toutes celles et ceux qui ont travaillé sur des questions similaires. Et moi, j'ai que modestement apporté quelques éléments supplémentaires, deux, trois revues, quatre, cinq articles, c'est-à-dire qui avaient pu échapper à la, à la sagacité de certains, de certaines, trois, quatre entretiens supplémentaires voilà, qui allaient dans le sens et qui confortaient voilà, cette idée de montrer qu'il y a un cinquième récit, c'est-à-dire était possible, c'est-à-dire qu'il y avait eu bel et bien une sorte de poussée, de montée ouvrière et populaire extrêmement puissante, très importante, qui avait littéralement désarçonné, en tout cas fait extrêmement peur aux classes dominantes, qu'elles soient argentines ou, ou étrangères, et qui avait fait le choix d'un coup d'État. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles des difficultés que tu as rencontrées dans ce parcours, des difficultés certainement propres à ton sujet, aux spécificités de ton sujet, notamment peut-être la recherche de documents, rencontrer les témoins, les acteurs, etc. J'imagine que ça n'a pas été simple, et puis des difficultés générales. Par exemple, certains me racontent qu'ils ont eu beaucoup de mal à écrire leur thèse, que c'était vraiment
la difficulté, être face à la page blanche, se lancer dans l'écriture, etc., etc. Donc ça, tu me diras. Et puis éventuellement, quelles sont les solutions que tu as trouvées pour dépasser ces problèmes techniques? Alors, pour les solutions, je ne suis pas sûr. Euh, bon, il y a toujours un travail, il y a toujours un côté très artisanal dans l'écriture. De toute façon, quelle que soit la nature de l'écriture. Euh, et certaines sont plus brillants que d'autres, de toute façon. Et donc, moi, de mon côté, il y a effectivement, j'ai mis du temps à travailler, en partie parce que pour des questions personnelles, de choix, effectivement, je pense que je devais faire aussi autre chose. Donc voilà, mais ça très certainement nourrissait également, j'ai aucun doute là-dessus. Je le mets d'ailleurs parmi les remerciements de la thèse, effectivement, un certain nombre d'activités que j'ai pu avoir euh, ont fait que cette thèse a eu cette physionomie-là et ont certainement abouti à un certain nombre si ce n'est de réponses, en tout cas de pistes de réponses que j'essayais de formuler. Euh, et puis de l'autre côté, il y a le fait que j'ai bossé tout le temps. Et là aussi, pareil, ça a été évidemment formateur. Je pense que enfin, voilà, je suis toujours thème redevable, je crois, de ça, est assez récurrent dans l'entretien. Mais je pense que c'est aussi au moment où on fait un bilan, je crois que c'est important de reconnaître celles et ceux qui ont eu un rôle essentiel, encadrant, formateur. Enfin, ça fait partie d'une trajectoire. Et le fait de travailler notamment dans le secondaire a fait que le travail a été plus complexe, c'est-à-dire le travail de rédaction en tant que tel. Mais là aussi, voilà, je pense que je sais pas si je l'ai appris, en tout cas, ou si j'ai en tout cas les quelques éléments qui me semblent être un peu intéressants, que j'essaie de mettre en œuvre, en tout cas dans mon enseignement aujourd'hui, viennent tous effectivement, de conseils, d'échanges avec des collègues qui, voilà, avec qui j'ai travaillé réellement, mais travaillé ensemble, c'est-à-dire, voilà, on travaillait conjointement, en binôme, en trinôme, voilà, en équipe, donc ça dans le secondaire. Et du coup, le travail de thèse qui était très solitaire par rapport à des activités ou un travail collectif que je faisais à l'extérieur, euh, était d'autant plus compliqué parfois à affronter. Donc je pense que enfin, je suis pas le seul à souligner cela, mais il y avait sans doute effectivement un contraste encore plus important entre voilà, les moments collectifs qui faisaient partie de ma vie et les moments où je devais me pencher, parfois avec beaucoup de jubilation, puis voilà, de façon un peu trépidante, très hâte effectivement de pouvoir retourner aux archives et de retravailler, voilà, d'aller à Berlin pour aller à Lille. Puis je me rendais compte effectivement que voilà, il y avait quand même tout ça, quoi. D'abord que j'avais rien inventé de nouveau, première chose. Donc il y a une sorte d'apprentissage, une grande humilité aussi. Alors bon, je sais pas si voilà. J'en étais plus ou moins conscient, mais effectivement, on se rend compte parfois que ce qu'on est en train d'écrire n'a quand même pas non plus une portée euh, révolutionnaire. Donc voilà. Mais donc de façon très artisanale, on essaie de le reformuler, peut-être si ce n'est mieux, en tout cas différemment, pour un autre public, de façon à ce soit plus transmissible. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait d'autres qui avaient écrit un certain nombre de choses, et puis il y avait aussi une quantité de documents où à mesure où l'exploration avançait, on se rendait compte ou je me rendais compte tout simplement que ce que j'avais pu écrire ou penser n'était pas complètement précis ou n'était pas totalement comme ça. Et donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport à tel ou tel événement qui a eu lieu, qui n'a pas eu lieu, qui a eu lieu de telle façon, qui est en tout cas restitué de façon plus ou moins déformée dans la presse commerciale, dans la presse militante, y compris dans le témoignage de certains au moment où ils parlent, donc quelques années après ou quelques mois après ou immédiatement après, et 50, 40 ou 35 ans après, voilà, tout ça rendait parfois les choses un peu étourdissantes, voilà, pour avoir à affronter voilà, l'ensemble de ces écueils. Et donc, quelles étaient les solutions? Non, j'en avais pas en fait. C'est-à-dire que c'était au coup par coup. J'essayais
voilà, de faire au mieux. Je crois que c'est la Vallée qui m'avait dit que de toute façon, il fallait travailler au plus près du document, de toute façon. Et c'est ce qui, en dernier instance, fait preuve, hein. Ou en tout cas est une des preuves dans dans le travail d'élaboration narratif, littéraire, historique que l'on fait. Est-ce qu'il y a des fois où tu as eu envie de jeter l'éponge? Ah oui, oui, après, il y a deux, trois personnes quand même une notamment qui me convainquait systématiquement que ça valait le coup de continuer, voilà, sans laquelle d'ailleurs je pense que, voilà, en l'occurrence, je pense que cette thèse n'aurait jamais abouti. Et une autre personne absolument essentielle, qui était la collègue, qui était la secrétaire, alors je crois de l'école doctorale, très certainement de Paris 3, euh, qui tous les ans, à date régulière, appelait chez mes parents. Donc ça faisait plusieurs dizaines d'années que je n'habitais plus chez mes parents, mais ça devait être le numéro qui figurait sur une espèce de fiche bristolée qu'elle avait, et qui me demandait, enfin qui donc devait soit tomber sur le répondeur ou sur voilà, mon père ou ma mère, et qui devait demander quand même si Jean-Baptiste Thomas avait l'intention de se réinscrire et que ce serait bien qu'il se réinscrive quand même, ce jeune homme, parce que c'est bien, il s'était inscrit il y a longtemps, donc quand même, voilà. Et que Monsieur Lavallée, c'était quand même quelqu'un de bien aussi, donc voilà. En l'occurrence, les gens qui travaillent avec Lavallée, il fallait quand même qu'ils finissent sur tête. Donc il y avait cette double pression, voilà, qui permettait de faire que lorsque j'avais un peu l'intention ou l'impression qu'il fallait que j'allais baisser les bras, voilà, on me disait que, voilà, qu'il me remettait en scène. Voilà. Et est-ce que tu en as fait des cauchemars de cette thèse à certaines périodes? Non, non, non. Non, tu pensais pas quand tu étais dans ton supermarché non plus à te dire: «Faut que je travaille à ma thèse, je trouve pas la solution, j'arrive pas à faire ma conclusion, ma problématique est bancale». Non, c'était pas une obsession. Non, non, de ce point de vue-là, si, des cauchemars, non, mais effectivement, c'est quelque chose qui habite, mais qui, voilà, mais comme tous les, enfin, je crois que, mais ça, comme d'autres objets intellectuels, justement, où il y a une dimension polémique, de discussion, d'enjeux, voilà, de thèses et d'antithèses, d'hypothèses qui s'affrontent. Enfin, voilà, je crois que c'est des choses qui, et en l'occurrence, encore plus dans le cas de la thèse, dans la mesure, effectivement, il y a un gros morceau, c'est pas simplement un article sur une question d'actualité qu'on doit écrire ou sur une question plus historique, voilà, qui du coup, qui habite ou qui peut prendre une grande place à un moment donné, puis après, soit qu'on archive, soit sur lequel questions sur lesquelles on continue à travailler. Mais là, effectivement, il y avait ouais, ce côté important. Ouais. Bon alors arrive la soutenance, est-ce que tu peux commencer à nous dire, par nous dire, qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, il y avait Luc Capdevila de Rennes 2 et Miguel Rodriguez de Paris 4 et Bernard Lavallee. Et quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée? Je ne te parle pas exclusivement de la soutenance, de l'ensemble de la journée, c'est-à-dire avant, après, et puis la soutenance elle-même. Alors, surtout le pot qu'on allait boire après avec un certain nombre de personnes dans un troquet qui, hélas, n'existe plus, enfin, qui a changé, qui est devenu maintenant un truc assez infréquentable, mais qui était entre la gare du Nord et la gare de l'Est, le train de vie, où j'allais justement après mes cours en sortant du lycée où j'enseignais. Parce que moi, j'avais le privilège, effectivement, après avoir enseigné une journée, j'avais l'impression quand même d'avoir rempli, enfin, si d'avoir rempli ma mission, en tout cas d'avoir été un peu utile. En tout cas, moi, j'avais le privilège de pouvoir m'extraire de là où j'enseignais, enfin de m'extraire. C'est-à-dire, effectivement, j'avais la chance d'aller ailleurs, rentrer sur Paris et puis pouvoir faire d'autres choses, là où effectivement mes élèves eux-mêmes rentraient dans leur quartier. C'était quand même plus. Voilà, je pensais qu'ils avaient toujours beaucoup plus de mérite que moi d'arriver le matin au lycée, voilà, en tout cas en termes d'engagement. Euh, et donc après la thèse, très logiquement, on est allé boire un coup là-bas avec des collègues, des amis, voilà, la famille, parce qu'il y avait un côté un peu, non pas que c'était un jour comme un autre, mais en fait j'avais dû bosser le matin, je Ah ouais. crois, et je travaillais le lendemain. Donc c'était un mercredi après-midi dans la grande salle, enfin, Place Vernias à Paris 3, bien entendu. Enfin, grande salle, c'est la salle où on soutient les thèses, mais il y avait un côté, voilà, c'était presque un- non pas un moment comme un autre, mais qui s'insérait dans une espèce de routine et voilà, un peu, voilà, à ce moment-là.
Et de mon côté, j'avais sincèrement absolument, en tout cas pas grande idée de ce que j'allais faire après. Enfin, pour moi, ce que j'allais faire après. Comme je l'ai dit, voilà, moi, de toute façon, j'étais enseignant. Il n'y avait qu'une seule chose à faire dans la vie, c'était d'être enseignant. Et donc, a priori, j'aurais continué dans le secondaire. J'avais eu quelques expériences extrêmement malheureuses d'entretien pour des postes de Prague qui avaient toujours été absolument catastrophiques. Enfin, je me rappelle des choses abominables pour de multiples raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici, voilà, qui tiennent au poste de Prague sans doute, hein, puis sans doute parce que j'étais un mauvais candidat. Euh, donc voilà, donc pour moi, refaire le processus de machin, de sélection, d'entretien, etc., ça me semblait un peu, voilà. Mais là aussi, pareil, la Vallée m'a dit, bah, maintenant que tu as ta thèse, en fait, il faut que tu postules, quoi. Voilà, donc il faut le CNU, machin, le truc, etc. Donc je l'ai fait. Voilà, mais pour moi, s'il n'y avait pas de. Donc du coup, très certainement, la soutenance aussi a été, s'inscrivait un peu dans ce contexte. J'étais content de finir, ça faisait 10 ans, de toute façon, je ne pouvais pas continuer. Donc là, c'était je crois, les derniers jours que je pouvais voilà, cocher sur le calendrier pour que cette thèse, voilà, quand bien même c'était Bernard Lavallée qui mettait sa signature après, qui disait si, il faut qu'il puisse se réinscrire. Euh, voilà, mais donc je devais soutenir. Bon, donc ça s'est bien passé. Tu en gardes un bon souvenir. Ah, voilà, je veux dire un très bon souvenir parce qu'il y a eu euh, une réelle discussion dans toutes les thèses. Après, mais après, j'ai pu assister effectivement à d'autres soutenances d'amis, de collègues, etc. Parfois, c'est plus ou moins agréable, hein, effectivement. En face également. Mais là aussi, pareil, peut-être que c'est parce que le fait d'avoir été enseignant, d'avoir fait passer soit des partiels, soit des concours, soit des examens. Enfin, c'est toujours facile, effectivement, quand on est de l'autre côté du bureau, voilà, de déverser sa science sur le candidat ou la candidate, et puis voilà, trouver que vraiment, c'est vraiment très approximatif ce qu'il est en train de raconter. Donc, du coup, j'avais la chance d'avoir face à moi des interlocuteurs, je crois, qui étaient, voilà, qui voulaient établir une discussion, un dialogue, qui est un réel échange, et puis qui avait des points de vue qui étaient, avec lesquels on pouvait, j'étais plus ou moins d'accord, et donc il y a eu un vrai débat. Donc ça, c'était effectivement extrêmement enrichissant de ce point de vue-là. Et puis bon, puis j'avais des idées, enfin, moi j'avais envie de continuer, d'ailleurs je continue à travailler un peu sur ces questions-là. Je ne savais pas dans quel cadre, mais en tout cas, voilà, ça, c'était quelque chose que j'avais en tête, en tout cas. Alors, même si c'était une espèce de parenthèse entre ton matin de cours et ton lendemain matin de cours, tu étais quand même ému. Je crois que j'étais quand même un peu soulagé, quoi. Oui, c'était ça qui primait. Parce que ouais, ça faisait quand même très longtemps. Et puis après, au bout d'un Ouais, moment, je ça comprends. devenait, je vais dire même le collègue le plus compatissant en salle des profs, te regarde et te dit, mais ça va, t'as fini du coup, parce qu'il y a toujours voilà. Puis ah non, non, en fait, non, je suis encore à ma troisième partie, mais je suis bien en train de la fignoler là. Enfin, du coup, non, il fallait vraiment que ça. Parce que ça en devenait presque une espèce c'était même pas l'Arlésienne, c'était une fiction, quoi. Voilà. Donc, c'était. Bon. Alors, dans quelle mesure est-ce que tu as l'impression que... Alors, j'ai bien compris le rapport entre la thèse et l'enseignant du secondaire que tu étais, les liens, ce que ça représentait pour toi de faire les deux choses en même temps. Mais aujourd'hui, dans ta pratique d'enseignant et de chercheur, en quoi tu as l'impression que cette thèse continue d'avoir une influence sur toi? D'abord, par rapport aux questions que j'ai pu aborder, et en partie parce que la thèse est le fruit, en fait, la thèse finale, c'est la version la plus réduite du sujet que je voulais aborder, qui était beaucoup plus comparatiste, que j'aurais jamais pu faire de toute façon. Et donc, du coup, ça continue à exister des pistes à explorer, qui continuent à me travailler, auxquelles je pense. Aujourd'hui, différemment, heureusement, en fonction des lectures, d'échanges, de séminaires, de colloques auxquels j'ai pu assister. Mais pour travailler effectivement sur ces questions de seconde moitié du XXe, années 60-70, de façon plus décentrée, à l'échelle du cône sud, à l'échelle régionale, mais également d'un point de vue transatlantique, de façon comparée. Donc ça, c'est quelque chose qui continue à être un peu gravé en moi. Comme je disais, il y a encore beaucoup de
de trous noirs, de blancs, de vides à combler, d'un côté. Et puis de l'autre, ça m'a appris effectivement ou en tout cas, ça m'a permis de consolider une démarche scientifique. Où pareil, j'ai pas inventé grand-chose, mais avant de le faire, c'est toujours la différence entre effectivement lire, voilà, qu'est-ce qu'une archive, comment la travailler, comment l'aborder, etc. Et puis réellement se retrouver, non pas une seule fois, mais de façon répétée, successive devant l'alias qui arrive sur la table de travail. Et en plus, on sait qu'on a 48 heures, en fait. On a 2 jours, parce qu'après, il faut retourner bosser. Donc, par conséquent, le séjour ne peut pas s'étendre à l'infini. Donc, par conséquent, il faut aller à l'essentiel. Mais on est évidemment tenté de travailler sur ah, mais j'avais vu le carton cote 43.1 qui m'a l'air d'être fort intéressant. Donc, voilà. Donc, voilà, il faut faire des choix. Il faut travailler d'une certaine façon, être efficace et en même temps ne pas se priver de s'inspirer d'autres choses, en fait. Sans quoi, une sorte voilà, une pauvreté absolue. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Donc, ça m'a appris ça. Ça m'a appris voilà, une certaine rigueur dans un cadre qui quand même était voilà, suffisamment distendu pour que je puisse voilà, m'intéresser à d'autres choses, m'en inspirer, euh, voilà, et parfois sans que ça ait de conséquences. Ou parfois, effectivement, l'inspiration devenait une nouvelle hypothèse, une prémisse à une nouvelle réflexion. Et alors, en tant que prof, est-ce que tu parles de ces choses-là avec tes étudiants et est-ce que pour eux, c'est autre chose que des vieux machins? Euh, oui et non. Oui et non parce que euh, disons, le 50e anniversaire là, du coup d'État au Chili, en l'occurrence, même si c'est pas le cœur, hein, c'est loin d'être le cœur de ma thèse, mais enfin, c'est des questions sur lesquelles j'ai travaillé, auxquelles je m'intéresse. Euh, L'anniversaire, triste anniversaire, a fait que, effectivement, un certain nombre enfin, ça a été l'occasion de proposer à la fois un séminaire sur un bloc à l'école, et puis là, dernièrement, voilà, des longues périodes au sein même de séminaires à différents niveaux, euh, et en convoquant et en réactivant là aussi des archives, euh, des images, de l'iconographie, avec une richesse, euh, en tout cas j'ai l'impression, mais je crois que c'est un peu comme ça, bien supérieure à ce que je peux convoquer d'habitude quand je travaille sur voilà, j'ai un cours de panorama latino-américain, d'histoire du temps présent en Amérique latine, qui part de l'actualité. Donc voilà, lorsqu'on parlait de la destitution du président Castillo au Pérou, des questions d'extractivisme, du rapport à la terre, questions indigènes, etc. Donc voilà, on travaille sur Escorza, on travaille sur des textes littéraires, sur des extraits de films, sur la presse, sur des articles universitaires. Et ça me permet moi-même de beaucoup travailler. Mais lorsqu'évidemment, je travaille sur le cône sud ou sur Cuba, qui est une autre question qui m'intéresse, effectivement, il y a une plus grande aisance. Et donc, ça permet effectivement d'aller beaucoup plus loin. Donc, de ce point de vue-là, voilà, je crois que c'est. Et puis, j'imagine qu'aussi en termes de passion, alors, la passion parfois est assez piégeuse, hein, voilà. Mais ça permet de communiquer aussi d'autres choses. Alors, est-ce que tu as dit tout à l'heure, bon, pour cet entretien, j'ai relu à droite à gauche ma thèse, mais avant ça, est-ce que tu l'avais relue entre le moment de la soutenance et maintenant? Oui, et je continue, non, pour des questions voilà, de réduction. C'est une thèse qui était un peu importante. Il faisait plus de 2 millions de signes. Et donc, la fameuse publication finale, c'est moins de 800 000. Donc, voilà. Donc, laborieusement et de façon, mais bon, ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai fait en dépit du bon sens, en faisant un choix un peu plus clair, là, dernièrement, pour la réduire considérablement. Donc, j'essayais d'enlever, de raboter un peu. Et puis, alors, comme c'est une
sorte de travail titanesque, encore plus... euh, là où le travail de thèse est enthousiasmant, le travail de réduction d'une thèse est ingrat, en fait, fondamentalement. Euh, et puis avec l'impression de trahir, alors non pas de trahir mon propre propos, parce que peu importe, hein, mais de trahir des propos que je rapportais d'autres personnes, justement, de témoignages, de moments historiques. Alors pourquoi effectivement de parler de telle grève ou de tel moment, de tel épisode et pas de tel autre? Est-ce que effectivement c'est pas un choix qui... Bon. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà. Ça, je crois qu'effectivement, il faudrait, dans le cadre des plans de publication des thèses, de la façon dont on les travaille par la suite, je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait aborder d'entrée de jeu avec avec les doctorants et les doctorantes, justement pour pas pour qu'ils ne fassent pas, pour qu'ils n'affrontent pas certains écueils, effectivement, qui peuvent être évités et qui sont évitables, mais auxquels il faut penser en amont, en fait. Voilà. Et en faisant ce travail, est-ce que tu t'as pris de la distance par rapport aux jeunes chercheurs que tu étais? Alors peut-être sur la prise de conscience de certaines naïvetés ou des facilités argumentatives. En gros, est-ce que tu t'es dit, bon, bah, ça valait pas grand-chose? Ou est-ce qu'il y a vraiment des pages où tu t'es dit, ah, bah écoute, c'était pas si mal ça? Euh, les deux, mon général, hein. Euh, mais, euh, mais je crois que voilà, c'est aussi rétrospectivement, on se rend compte que que l'investissement, l'intensité du travail qui a été font que, par-delà les naïvetés et puis les maladresses, hein, euh, en règle générale, mais je crois que c'est quelque chose que l'on voit dans tout travail dans lequel il y a un réel engagement, à quelque échelle qu'on se place, il y a toujours quelque chose. Donc voilà. Et là, dans la thèse, en l'occurrence, pareil, sans avoir inventé grand-chose, mais voilà, la structuration faite, le travail réalisé, et puis le travail bibliographique, euh, voilà, font que je pense que certaines parties sont intéressantes, en tout cas, on peut en tirer quelque chose. Pour que je sache bien cette thèse à l'égard de laquelle tu montres quand même manifestes quand même une certaine bienveillance, même si tu t'as pas la naïveté de t'imaginer que c'est l'œuvre du siècle. Donc, pour savoir où est-ce que tu la places dans ton cœur, j'aimerais savoir concrètement, elle est où chez toi? Est-ce qu'elle est dans une bibliothèque à une place d'honneur ou est-ce qu'elle est au fin fond de ta cave et tu as eu du mal à la retrouver Alors en fait, elle est sur mon ordinateur, enfin je sais pas trop comment est-ce qu'il faut dire, dans dans un dans un fichier? dossier, il doit y avoir plusieurs dossiers, le dossier, sous-dossier, il doit y avoir un dossier thèse finale, et avec voilà. Donc, tu Voilà. n'en as pas de version papier chez toi? Ici, non. D'accord. Non. Alors, à propos de bibliothèque, parce que ce week-end, j'ai rangé ma bibliothèque, donc je me suis demandé, je me suis posé une question, et tu es mon premier cobaye poste cette question. Comment tu ranges la tienne? Est-ce que tu la ranges par ordre alphabétique, par thème, par période, par pays? Ou est-ce que c'est n'importe quoi? C'est un vaste chaos. Alors c'est une question qui est d'autant plus problématique, en tout cas qui se complexifie à partir du moment où les bibliothèques se croisent dans les maisons et commencent à s'intersectionner. Voilà. Et certains ouvrages, en plus, ont été achetés de façon collective, ou en tout cas, certaines veulent s'en approprier, si ce n'est la propriété, puisque l'ouvrage n'est jamais de personne, mais quand même voilà, la primauté, et donc prétendent que le bouquin doit être à telle place ou à telle autre. Bon, Donc, ceci étant dit, euh, c'est peut-être un des seuls endroits où, une sorte de rangement en tout cas. Euh, moi, euh, moi d'un côté, j'ai la littérature, euh, après la poésie, après la politique, et après il y a l'histoire. Et l'histoire, c'est donc la littérature, c'est évidemment par ère linguistique, hein. Donc il y a francophone, langue anglaise, etc., etc. La poésie, en revanche, est mélangée. Je me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc,
Mm. Voilà. Et après, la question, c'est est-ce que Borges, c'est ce qu'on met en littérature, en poésie? Enfin bref, ça, c'est toujours, mais bon, je m'y retrouve. Et après, l'histoire, c'est par période et par pays. Bon. Voilà. Avec, et là aussi, pareil, il y a eu une question de rangement. Enfin, j'ai été sommé de ranger des choses qui étaient déplacées pour des questions d'articles que j'étais en train d'écrire. Euh, et à Cuba, du coup, j'ai mis toute la littérature cubaine, hein, post-59. Voilà, ce qui m'a semblé un peu, enfin voilà, après, c'est des questions après un peu presque épistémologiques, effectivement, pourquoi est-ce que la littérature cubaine post-59 devrait être avec les sciences sociales et de la littérature et l'histoire? Est-ce que parce que c'est le simple reflet d'une période ou est-ce que ça va un peu au-delà? Bref. Mais il se trouvait que voilà, il fallait que je mette ça quelque part, donc j'ai mis ça là. Mais toujours avec le problème, effectivement, est-ce que Guevara va en histoire ou en politique ou en poésie? Voilà. On a des états d'âme quand on range sa Voilà. bibliothèque. En tout cas, je remarque que tu m'as parlé de la littérature et la poésie. Donc là, il y a deux familles que tu sépares. Je note, point de suspension. Alors, dis-moi quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants. Ben, c'est les conseils qu'on m'avait donnés et que je n'ai pas appliqués, bien entendu. Euh, je crois que il faut circonscrire euh, son sujet euh, et son volume d'écriture. C'est-à-dire qu'il faut savoir mettre un point final, pas simplement à la thèse, mais à la partie, à la sous-partie, à la sous-sous-partie, au paragraphe. Parce que c'est uniquement à partir du moment où on a produit quelque chose, on a communiqué des idées, et que c'est un peu articulé, qu'il est possible de savoir si c'est pertinent ou pas. Donc, voilà. Et bien entendu, le grand écueil, c'est de s'imaginer qu'il y a encore, effectivement, encore des choses à lire, des choses à. Et je me rappelle je crois que ça devait être, je sais plus quand est-ce que c'était. Moi, j'ai soutenu en décembre, donc j'ai dû envoyer mon manuscrit en novembre, je crois, c'est ça, ou fin octobre, je sais plus. Et fin août, je continuais à travailler sur des exemplaires d'une revue. Voilà. Et donc là, c'est un collègue argentin qui était passé derrière moi et qui m'avait littéralement insulté en disant qu'il fallait que j'arrête, quoi. Il m'a quasiment arraché les exemplaires des mains, non pas parce qu'il voulait travailler dessus, mais parce qu'il disait que c'était n'importe quoi. C'était son suicide, en métallicien. Donc voilà, et qui me disait voilà, peu importe, il y avait un moment où il fallait. Donc, Donc, savoir en finir. Savoir en finir. oui, mais mettre un point, non pas arrêter une grève, mais mettre un point mais voilà. Mais pas simplement à un gros morceau de la thèse, parce qu'en fait, ça ne résout rien. Il faut mettre des points aux phrases, hein. Donc, de façon à avancer, de façon peut-être un peu besogneuse, artisanale et step by step, mais qui permet en tout cas d'avoir l'idée, voilà, d'un rendu, de quelque chose, hein, et qui permet après de transformer. Alors, pour finir, est-ce que tu peux prendre ton fichier de thèse, du coup, puisque tu n'en as pas de version papier, ouvrir te mettre à la première page de l'introduction, nous lire la première phrase ou la deuxième, troisième, si ça te semble plus cohérent pour qu'on comprenne, et que tu nous fasses un commentaire de ce début. Commentaire en plus, hein. Donc, Ah oui, parce que se relire, c'est une chose, mais en plus, se commenter soi-même, euh, il y en a qui sont très contents de leur début, qui me disent, ah, bah, oui, je trouve que ça lançait bien, c'était une bonne attaque. D'autres qui me disent, oh, ben là, c'est une petite honte personnelle d'avoir pu attaquer de cette façon aussi grotesque. Alors, on va voir, toi, ce que tu en penses. Euh, moi, j'avais lu, enfin, je fais le commentaire avant de lire, moi, j'avais lu peu avant, j'avais lu la trilogie de Alan Pauls, euh, Hmm. et notamment Historia del Llanto, où il y a cette scène absolument saisissante du narrateur, si je ne m'abuse, qui pleure toutes les larmes de son corps, effectivement, en voyant le bombardement de la Moneda, qui est une scène qui n'est pas simplement chilienne, qui n'est pas simplement cône-sur-Aigne, qui est un moment, en tout cas iconique, de la, de la
dans l'histoire des gauches au niveau international de toute façon. Et je crois que c'est un moment même qu'on ne l'a pas vécu. Voilà, qui fait partie d'une sorte de collectivité, d'imaginaire, voilà, qui, moi en tout cas, personnellement, me touche. Euh, et donc la thèse commence de la façon suivante. Lorsque la nouvelle tombe au matin du 24 mars, elle ne surprend pas grand monde en Argentine. La presse, en effet, relaie depuis plusieurs jours les informations selon lesquelles les militaires sont sur le point de s'emparer du pouvoir, et malgré les dénégations de certains ministres qui soutiennent qu'il n'y aura pas de coup d'État, ce dernier est bel et bien en marche depuis de nombreuses semaines. Voilà. Alors, tu Ouais. commences par le point final, alors. Voilà. Voilà. Je commence par la fin et après je compare justement au 11 septembre 73, qui est l'autre coup d'État paradigmatique dans le cône sud. Et j'aborde et je cite justement Rawls dans Historia del Llanto, donc ce qui montre par rapport à la première question que tu me posais sur est-ce que la littérature joue un rôle ou non dans cette. Voilà, bon, un peu quand même, voilà, de façon un peu marginale. En tout cas, suffisamment pour être présente dans l'intro, dans les annonces de grandes parties, etc. Donc, voilà. Donc, si c'était à refaire, tu recommencerais comme ça. En partie parce que enfin, pas parce que c'est. euh, Pas en raison de la façon dont c'est écrit ou dans ce que voilà, mais par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur le côté polar des années 70. Voilà. Alors, tu me diras, c'est pas faire preuve d'une grande imagination. Et, du coup, j'aurais fait un très mauvais écrivain de polar, mais effectivement, en général, le cadavre est là, le crime a eu lieu et l'enquête va commencer. Est-ce que tu as un regret en rapport avec la thèse? Non, j'allais dire d'avoir mis autant de temps, mais non. C'est-à-dire, je pense que effectivement, j'aurais pu, ça aurait évité deux, trois sueurs froides à mon compte en banque parfois. Euh, voilà, quelques discussions désagréables avec des proches, quelques engueulades, on me demande des comptes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais encore ce truc-là, lorsque tu dois faire. Bref, voilà. Dans... Mais, mais en même temps, voilà, le fait de l'avoir réalisé sur un temps aussi long euh, a sans doute fait que voilà, enfin, l'aboutissement, en tout cas, en tant que tel, voilà, est le fruit d'une réflexion un peu au long cours Mm. qui, euh, qui m'a inspiré et qui m'a jamais ennuyé. Je pense que c'est ça qui est en tout cas important. Et de ce point de vue-là aussi, voilà, c'est une thèse qui ne m'a pas ennuyé, c'est une question qui ne m'ennuie pas. Et j'imagine qu'on peut effectivement parfois avoir des sujets, enfin je sais pour certains collègues, certains amis qui racontent combien voilà, le thème qu'ils ont pu travailler, là, voilà, et leur pire ennemi et leur pire cauchemar. Bon, c'était pas mon cas, mais peut-être aussi parce que on m'a donné le temps et on m'a fait confiance et on m'a donné le temps de le faire pendant un certain temps, justement. Très bien, bah, écoute Jean-Baptiste, je te remercie beaucoup pour cet entretien et d'avoir accepté de Merci participer beaucoup. au projet Ma thèse et moi. Merci.